8 heures sur Canal Algérie. Madame, Monsieur, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 19 décembre 2025 et nous allons vous accompagner comme chaque matin jusqu'à 9h30. Alors hier, il y a eu le lancement officiel de la 38e édition de la foire de la production algérienne. Elle se poursuivra jusqu'au 27 de ce mois et un carré spécial a été consacré pour la céramique et l'artisanat d'une manière générale. Nous allons revenir donc sur cet espace artisanal. Et aussi, nous allons parler aujourd'hui de beaucoup de partenariats qui se font avec les institutions ou les instituts de formation supérieure avec plusieurs pays dans le monde, justement pour la promotion, encore une fois, de l'enseignement supérieur, notamment la 20e promotion du MBA qui a eu lieu d'ailleurs hier 18 décembre. Et Samira Hadjamal sera parmi nous ce matin. Elle nous parlera, va nous emmener du côté de l'est du pays, à Oum Bouari, particulièrement pour nous proposer un beau voyage au cœur de la cité antique de Kadiofala. Voilà. Et aussi, les étudiants, comme je le dis à chaque fois, ne cessent de nous impressionner à travers tous les événements qu'ils organisent au niveau de leurs écoles, au niveau de leur université. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un événement. Il s'agit donc du Camp Workshop qui va se passer au niveau de l'École supérieure d'informatique. Ça va commencer du 21 au 23. Et aujourd'hui, nous aurons un petit voyage du côté de Tamanrasset pour retrouver notre ami Amal Almi. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer, pause musicale comme chaque matin. Et ça va être Qalbi Fil Medina et on se retrouve juste après. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله
donc la 38e édition de la foire de la production algérienne a commencé hier. Elle va se poursuivre jusqu'au 27. Un carré donc, a été consacré pour l'artisanat. Nous en parlons ce matin accompagné de notre invité, à savoir M. Karim Haddaoui. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Alors vous êtes céramiste, une longue histoire avec la Ouais, céramique, n'est-ce pas, Monsieur été- Haddaoui? Alors quand on parle de Monsieur Haddaoui, c'est directement lié à la céramique. Hein? Bah, J'ai plus de 45 ans d'exercice, donc toute une vie. absolument. Toute une vie, toute une vie, et surtout, alors non seulement 45 ans d'expérience et de vie avec la céramique, mais de transmission. Surtout, Oui, Monsieur j'ai Haddaoui. commencé d'abord ma carrière en étant professeur de dessin au De lycée dessin. Mère Abdelkader, Oui. donc c'est la formation. Ensuite, dans mes ateliers, j'ai beaucoup Oui. formé aussi, Voilà. avec la collaboration des centres de formation professionnelle et des APC. Et c'est justement, c'est ce qui fait un petit peu la particularité de tout votre parcours, c'est cet accompagnement que vous faites avec les artisans, d'autant plus que la céramique reste une marque identitaire, j'ai envie de dire, chez nous. Ben, vous savez, la céramique existe depuis que l'homme existe. D'ailleurs, les premières céramiques ont été façonnées il y a déjà Oui. très longtemps. Et ensuite, la céramique s'est adaptée au monde, aux civilisations. Et les archéologues se basent beaucoup sur la céramique pour déterminer les époques, les civilisations, les lieux, ainsi Le de mode suite. de vie, le climat, Donc, l'environnement. c'est ce qu'on appelle l'art de la terre et du feu. Oui. Voilà. Les éléments principaux de la vie, Après, bien finalement. sûr, est venue la décoration. Donc, la céramique a été utilisée et en décoration d'intérieur et en décoration d'extérieur, à savoir utilisée dans l'architecture. L'architecture. Donc, la céramique a joué un rôle, joue un rôle et jouera un rôle. Et jouera un rôle, effectivement. Tout le temps dans la décoration, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Alors, Monsieur Haddaoui aussi, on rappelle que vous avez déjà été président donc, de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Oui. Et durant votre séjour, j'ai envie de dire, au niveau de la Chambre de l'artisanat, vous avez aussi beaucoup accompagné l'artisanat, mais beaucoup plus fait la promotion de l'artisanat. Aujourd'hui, nous parlons de cette 38e édition donc, de la foire de la production algérienne, et tout un carré, donc tout un espace a été dédié à l'artisanat pour la promotion de l'artisanat. C'est juste. Donc, la zone C du pavillon central est dédiée entièrement à l'exposition de l'artisanat divers. Et c'est la Chambre des métiers d'Alger qui chapeaute, à travers son directeur, M. Mourad Saïdani, qui chapeaute cette exposition. Donc, moi, je suis participant, parmi tant d'autres. Voilà. Voilà, en fait, c'est une continuité, hein, donc, Oui, de notre travail. Quand je réalise, j'aime bien exposer pour faire voir, Partager déjà. exposer, partager, et pour faire voir ce que je fais, et puis surtout exhiber le savoir-faire algérien. Donc j'expose aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur du pays. J'expose beaucoup à l'étranger aussi. À titre d'exemple, en 2004, j'ai exposé en Inde, en Hollande, au Qatar et en Italie. En une seule année. En une seule année. En une seule année. Alors vous avez été. Alors en une seule année, vous avez été un ambassadeur par excellence pour la céramique En algérienne. quelque sorte, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et récemment, vous rentrez d'un autre pays, la Chine, encore une fois. Oui, j'ai fait l'exposition, le salon de l'UNESCO en Chine. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, Voilà, nous savons il y a les images. eu un engouement extraordinaire l'engouement, il de est, la part du public. Et j'ai réussi à laisser toutes mes pièces sur place. Donc j'ai vendu tout ce que j'avais pris avec moi. Donc c'est pour vous dire que l'engouement était réel. Oui. Parce qu'on peut vous faire des compliments et tout ça, Oui. mais si ça reste à l'étape des compliments, c'est pas suffisant. Mais quand les gens mettent le prix pour acquérir vos produits, là c'est un compliment qui est concret et que vous ressentez. Voilà. Donc il est sincère en quelque sorte. Après, on comprend que la céramique algérienne, on a vu d'ailleurs à travers les photos, il y a beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, et c'est vrai que c'est une céramique qui s'impose. C'est une céramique qui est inspirée des ornementations et des arabesques de l'art musulman.
Donc, ceci dit, l'art musulman lui-même comporte la miniature, l'enluminure et tout ça. Donc, c'est des motifs ornementaux très très fins. Oui. C'est des enchevêtrements, c'est un fouillis. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Oui. Et beaucoup d'amour pour ce qu'on fait, pour pouvoir réaliser ce style qui est Nous, bien sûr, nous donnons un aspect un peu particulier à cette ornementation par le fait que nous exploitons des éléments du patrimoine culturel algérien. Vous savez, les éléments de décoration, c'est quelques éléments. Mais avec ces quelques éléments, nous arrivons à composer. C'est un peu comme les notes de musique. Il y en a 7 uniquement. Oui. Mais il y a des millions de mélodies. Oui. Donc, ceci dit, nous aussi, on a quelques éléments. Et à l'échelle de l'art musulman, à l'échelle internationale, des pays musulmans et tout ça, il y a une panoplie. Mais nous inspirons de ça, mais nous essayons d'utiliser encore plus ce que nous ont légué nos anciens en Algérie, hein, surtout à travers les éliges de la Casbah, à travers les anciennes poteries découvertes dans la Qala de Beni Hamed qui date du XIIe siècle. Et tout ça fait en sorte à ce que ça soit un vivier d'informations visuelles pour pouvoir l'exploiter et réaliser et aboutir au résultat des céramiques que l'on fait aujourd'hui et qui sont algériennes voilà, de fait. Voilà. Et la particularité aussi, c'est que ce sont des pièces uniques. Beaucoup. Ça veut dire que 80% des pièces qu'on réalise sont uniques. Bon, on réalise des petites pièces en série quand il s'agit de faire des porte-stylos, par exemple. Voilà, oui. Non, mais quand on parle quand même des pièces maîtresses, ça reste des pièces maîtresses, ça reste des pièces Vous savez, uniques. vous ne pouvez pas faire de la série dans la mesure où, pour réaliser une seule pièce, des fois, il faut tout un mois pour la terminer. Et à moins de faire que ça, vraiment consacré. Ah oui, parce que c'est très fin, c'est très... Vous savez... c'est un peu la suite logique de la discipline enluminure miniature qu'a exercé avec beaucoup de brio notre maître Mohamed Rassem. C'est vraiment très... Et lui, il y a des miniatures où il est resté 2-3 ans pour les achever. Donc c'est pour vous dire que moi, quand je dis un mois, je suis supersonique. Voilà, effectivement. Donc, on comprendra qu'un mois, c'est 8 heures par jour non-stop. Environ. Non, enfin, environ. Environ. Par jour, hein. Il y a autre chose à faire. Mais ça reste quand même beaucoup de passion, beaucoup de patience. Beaucoup de maîtrise et beaucoup de concentration. Beaucoup de finesse, beaucoup de dextérité aussi. Oui, bon, ça, on l'acquiert à travers l'expérience. Ça veut dire que la finesse, la maîtrise, on l'acquiert. Mais après, il faut être patient, il faut être concentré sur ce qu'on fait, parce que c'est pas anodin. Et puis voilà, le résultat, il parle de lui-même, ça veut dire qu'on le perçoit. Quand j'ai été en Chine, vous savez, les Chinois, ils ont un style un peu léger. C'est les doyens de la céramique dans le monde. Oui. C'est des érudits, c'est des champions, rien à dire. Et pourtant émerveillés devant vos pièces. Et parce que c'est autre chose. Ils découvrent. C'est autre chose. Ils découvrent. Leurs pièces, c'est avec des coups de pinceau. Ils ont des pinceaux spéciaux. Ils font des aquarelles et tout ça. Mais quelque chose de... Je vous parle de la céramique artistique chinoise, hein, pas de la céramique industrielle. Donc, ils font de très très belles pièces, mais dans un style très épuré, très léger. Très... Là, par contre, c'est densifié chez nous, c'est vraiment... Mais c'est très gracieux, c'est dense mais très bien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais لازم تخليو وين الشيطان Donc voilà, pas d'espace. C'est pour ça que ça a beaucoup plu et ça a suscité une curiosité telle qu'ils ont fait filmer les moindres détails et tout ça et ils ont pu acquérir toutes les pièces que j'avais exposées à cet effet. C'était le salon de l'UNESCO en Chine. Voilà. Donc à refaire. Inch'Allah. Moi je voyage un peu, hein. J'ai fait un peu tous les pays. Hein. Ça veut dire que. Votre céramique a voyagé alors? Elle a beaucoup voyagé, elle a été même jusqu'aux États-Unis, j'ai exposé au siège de l'ONU, j'ai exposé en Europe un peu partout, en Hollande, au Portugal, en France, en Italie. Donc c'est pour vous dire que dans les pays arabes, au Qatar, au Koweït, en Égypte, en Syrie à l'époque, donc c'est pour vous dire que j'ai voyagé avec ma céramique et c'était toujours un plaisir pour moi de représenter mon pays et de faire en sorte à ce que
faire voir le savoir-faire et la touche surtout Oui. de la céramique algérienne. Voilà, c'est la touche de la céramique algérienne qui reste quand même Qui- très particulière, ouais, très elle est- colorée, elle- hein, hautement colorée Voilà, aussi. et puis elle ne ressemble pas aux autres céramiques. Ça veut dire vous prenez une céramique tunisienne, une céramique turque, une céramique, je Oui. sais pas, hindoue et tout ça, vous mettez l'algérienne, elle est là particulière. Elle est particulière, elle sort du lot, c'est beaucoup de Ouais. détails comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de finesse, Ouais. effectivement. Mais sinon, vous continuez à être l'ambassadeur de la céramique algérienne. Chaque fois Bientôt, que je peux le bientôt. faire, c'est avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, bientôt, vous nous donnez un autre rendez-vous aussi, Monsieur Daoui. Oui, bon, bientôt, je vais exposer au musée, au musée des arts musulmans, au niveau du minaret de la mosquée El Jazair. Donc, c'est le minaret, il abrite en son sein le musée des arts musulmans. Il y a des espaces galeries extraordinaires, très jolis. Ça va être peut-être un moment un peu particulier où les Algériens seront conviés pour Oui. visiter cette exposition. Et cette exposition va regrouper tous les céramistes qui sont visibles sur la place d'Alger. Et peut-être même d'autres céramistes qui viennent de Médéa. Oui. Voilà. Voilà, donc il y a une petite différence entre la céramique dans les différentes wilayas. Bon, vous savez, Dans le monde, Il y a- c'est sûr, mais en Algérie. en entre les Algérie, bon, on voit la tendance. Par exemple, l'aspect, il y a quelque chose qui fait en sorte à ce que on voit que c'est algérien. D'accord. Mais chaque atelier a sa touche. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans les régions. Oui. Dans les régions, peut-être qu'on pourrait dire que Alger, c'est les arabesques Oui. inspirés des éliges de la Casbah. Mais si on parle de Kabylie, par exemple, ça sera le tapier, Oui. c'est les motifs géométriques et tout ça. Ça fait la richesse. Donc, et puis, à chaque région, sa spécificité. Dans le sud, vous avez des céramiques en noir, ça veut dire peintes en noir et tout ça. C'est la spécificité de la région. Donc, la céramique est diverse, mais elle est algérienne. Mais en ce qui concerne le centre, c'est surtout l'ornementation enluminure arabesque. Voilà, donc on vous retrouve, Monsieur Hadaoui, au niveau de la SAFEX en ce moment. Oui, Jusqu'au alors 28. zone 27, pardon. Zone C, pavillon central. Voilà, pavillon Tous les central. artisans sont concentrés là-bas et c'est une belle exposition à voir. J'invite le public à venir en masse pour Ah, certainement. admirer les belles choses de l'artisanat algérien Voilà, qui sont à promouvoir, à promouvoir, effectivement. pour pouvoir prétendre et espérer, Inch'Allah, certainement, hein, un mouvement touristique futur extraordinaire pour notre pays. C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Hadaoui. C'est Donc on moi vous qui retrouve vous au niveau de la remercie pour SAFEX. l'accueil. Là, ici, C'est jusqu'au très gentil. 27. Merci Et un beaucoup. autre rendez-vous pour le mois de janvier, Inch'Allah, pour une autre exposition. C'est pour le mois de janvier, ça sera une exposition, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au minaret de la mosquée El Jazair d'Alger. Inch'Allah. Et ce minaret qui abrite bien sûr le musée des arts musulmans. Voilà. Voilà, bah, très bien. Merci beaucoup, C'est moi qui Monsieur vous Hadaoui. On remercie. vous retrouve Merci très de bientôt, m'avoir Inch'Allah. invité. Avec plaisir, marhaba bik. Et on continue. Hier, nous avons célébré la journée mondiale de la langue arabe. Ah tiens, la langue arabe aussi, pour la calligraphie, aussi, ça c'est un autre art très intéressant. Vous savez, le musée des arts musulmans, le minaret, il abrite, je pense en ce moment même, une exposition de calligraphie. De calligraphie Et il arabe. l'a abrité l'année dernière, pendant longtemps aussi. Donc la calligraphie ça aussi, c'est arabe un art très est- gracieux. Je voudrais saisir l'occasion pour parler du docteur Chérifi, Oui. qui est un éminent Oui. calligraphe Oui. algérien. Donc on lui a rendu récemment hommage par une exposition. Et à travers lui, beaucoup d'élèves ont été formés et qui portent le flambeau. Effectivement, qui porte le flambeau aujourd'hui. Alors, ce n'est pas de la calligraphie de laquelle nous allons parler, mais plutôt de la langue arabe, puisqu'hier, c'était la journée mondiale de la langue arabe. La Lamia Boudbouda s'est déplacée dans les ruelles d'Alger. Elle a rencontré quelques citoyens. Il nous donne leur avis dans ce reportage et on se retrouve juste après. Pour vous, en quoi se traduit la beauté de la langue arabe? Voilà, alors déjà la langue arabe elle est riche. C'est une des plus belles langues du monde. Je crois qu'il y a deux langues qui sont difficiles à apprendre. L'arabe et le chinois. Oui, ça c'est très... Et ce que j'adore en la langue arabe, c'est la richesse des mots.
Et généralement, quand on parle en français, l'arabe par rapport au français, il est plus riche. القرآن أصلا القرآن ربي نزلوا باللغة العربية. Il pouvait le faire descendre avec n'importe quelle langue. Ça, il a choisi l'arabe. Selon moi, la langue arabe, déjà, premièrement, c'est la langue de notre religion. Ça représente nous, ça nous reflète nous, nos personnes. C'est la langue de l'islam, déjà, premièrement. Je trouve que c'est vraiment une langue magnifique. Le arabe, c'est le symbole du Coran, c'est le symbole. De toutes les façons, si on ne parle pas l'arabe, on ne peut pas comprendre le Coran, on ne peut rien comprendre. Ce qui fait, c'est la base. Moi, je trouve que c'est la langue la plus belle au monde. Et en plus de ça, c'est le rythme, ça change des dialectes, les dialectes et des sonorités, ça chante en plus. C'est musical, c'est quelque chose. Les textes qui ont marqué dans la littérature arabe, je peux citer El Fila wa Lila, Kalila wa Dibna de Ibn al-Muqaffah. Moi, ce que j'aime vraiment dans la beauté, c'est effectivement tout ce qui est calligraphie ou tout ce qui représente tout ce qui est plutôt dans l'art artisanal, tout ce qui est zélige, calligraphie, etc. La langue arabe, déjà, elle est riche en orthographe. La plupart des langues, comme l'espagnol, même le français, il y a plusieurs mots, ils sont tirés de la langue arabe. Notre hymne national, il est issu d'un poète qui est connu, Moufdi Zakaria, Allah yarhamou. Donc ça, c'est fort. À chaque fois, on a des frissons quand on parle de la langue arabe. Après, c'est vrai parce que moi, de mon expérience, quand je lis des livres ou des poèmes, déjà, ce qu'on étudie au lycée, c'est des poèmes en arabe. On voit qu'il y a une sacrée différence entre les poèmes en arabe, les poèmes qui sont en anglais. Par exemple, moi, je pratique, comme langue étrangère, je parle un peu l'anglais, je parle un peu l'allemand. Vous voyez, l'allemand, même si on parle gentiment, on a l'impression qu'on est très agressif lorsqu'on parle allemand. Alors qu'en arabe, on dit les choses, peu importe ce qu'on dit, c'est tout de suite très sucré, très mielleux, etc. Et puis, ça se transmet par les chansons. Vous voyez bien que nos chansons, elles sont chantées à travers le monde entier. Plusieurs artistes chanteurs sont chantés à travers le monde entier. Donc c'est une très belle langue. رباعية عمر خيام. Pour moi, il est l'un des poètes arabes vraiment très calés. Et il faut avoir un certain niveau pour le comprendre. L'histoire de Abla et de Antara Ben Shedad, elle m'a marqué aussi. Parce que c'est vraiment fascinant. C'est Derwish, bien sûr. On a plus Mahmoud Derwish et on a beaucoup de chansons arabes, des chansons traditionnelles. Qui Malwarda al-Jazaïriya, comment elle chante. Il y a aussi autre chose aussi, c'est l'écriture, l'art de la calligraphie arabe. D'ailleurs, depuis l'année dernière, je suis en train d'apprendre la calligraphie parce que moi, je trouve que c'est tellement beau. La calligraphie arabe, c'est beau. On la retrouve même aussi dans les bijoux. Comme dans certains modèles de bijoux, on voit des fois une certaine calligraphie spéciale en arabe. Dans des vêtements aussi. Mon époux à moi est un Français qui est converti à l'islam et il a appris à lire et à écrire l'arabe. Donc magnifique, et il a été touché, il voulait absolument pouvoir le lire et l'écrire et se passer de traduction. Bonne fête pour la journée internationale de la langue arabe. Voilà, c'est donc la célébration de la journée mondiale de la langue arabe. Et l'ami Aboud Bouda a rencontré quelques citoyens qui nous ont donné leur avis autour de la langue arabe. Apparemment, selon nos citoyens, c'est l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Tiens, on va poser la question peut-être probablement à notre invité. Abdelrahman, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir. Un plaisir partagé. Voilà, alors, petite anecdote. Abdelrahman me contacte hier, il me dit, c'est toi demain? J'ai dit, oui, c'est moi. Il ne m'a pas cru. Écoute, on m'a dit, ça se pourrait que ce soit quelqu'un d'autre. Et je leur ai dit, écoutez, je voulais passer avec Nolhani, il se pourrait que... S'il n'y a pas dans le Bouddha, on ne passe pas. Ah, exactement. J'ai failli ne pas venir. Marhaba bik, Abdelrahman. Alors, dis-moi, là, hier, avant de parler donc du sujet, hier, nous avons célébré la journée mondiale de la langue arabe. Exact. Paraît-il, c'est la langue la plus difficile, l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on parle de langue arabe, là actuellement, elle est passée un peu à travers un entonnoir. Elle est devenue un peu comme l'anglais pour les pays arabes, dans le sens où elle a été simplifiée. Mais quand on revient vers l'arabe classique, là, ça devient une langue très difficile à très gracieuse. Exactement. C'est beaucoup de grâce. comme langue.
C'est beaucoup de grâce, surtout lorsqu'on revient à la littérature vraiment ancienne. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. À travers Mu'allaqat as-Sab'a, par exemple. Exact. Là, c'est un autre monde, par Ouais, contre. exact. Voilà. Exact. Mais bon, revenons quand même à notre sujet, Parfait. n'est-ce pas? Ouais. Qui se fait finalement en langue française ou en langue anglaise. Oui. Puisque exact. nous allons parler donc d'une formation aujourd'hui, je l'ai dit ce matin donc au sommaire, que les instituts à travers l'Algérie donc font beaucoup de partenariats avec beaucoup de pays dans le monde, beaucoup d'instituts dans le monde justement pour pouvoir bénéficier de cet échange de savoir-faire, savoir-être, Oui, n'est-ce pas? exact. Et c'est le cas donc de cette 20e promotion MBA. Exact. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette promotion, la particularité de cette promotion? La particularité de cette promotion, c'est qu'elle vient c'est une promotion limite dans le domaine de la formation. On parle d'inter et d'intra. Et, tu vas peut-être nous expliquer inter et intra? Alors, inter et intra, quand on parle dans la formation inter, c'est on ramène plusieurs entreprises, plusieurs participants de plusieurs entreprises. Et quand on parle de intra, c'est intra-entreprise. Donc, c'est des gens qui viennent de la même entreprise. Et c'était un peu la particularité de la promotion, de la 20e promotion, c'est que la majorité des participants venaient de la même entreprise et ils étaient de tout âge. Et il y avait une harmonie dans les échanges, dans leur relationnel qui était exceptionnelle. Et c'est une promotion avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner. Alors, on rappelle que tu es enseignant, justement, consultant en formation aussi, particulièrement en finance. Oui. C'est ton dada, n'est-ce Absolument, pas? c'est ce que je respire. Les gens respirent l'air, moi je respire Alors, les retenez bien, il s'appelle Abdelrahman Harbi. Si jamais vous voyez sur les réseaux sociaux sa conférence, surtout, n'hésitez pas. Il faut tout annuler, il faut aller le voir. Hein. Absolument. Voilà, je te fais de la promo en direct. Je te le payerai après. Et pourtant, c'était très sincère. Hein. Merci beaucoup, voilà. j'y crois. Voilà. Mais sinon, Abdelrahman, revenons un petit peu à cet MBA. Donc, c'est un MBA spécialisé généralement, n'est-ce pas? Alors, quelle est la spécialité de cet MBA et surtout, quels sont, on va dire, les points forts sur le plan programme? Donc, il faut retenir qu'un MBA, c'est tout d'abord un master. Donc, Master Business Administration. Et en fait, il y a un tronc commun par lequel les participants passent et par la suite, ils vont choisir une spécialité. Dans le tronc commun, ils vont toucher à plusieurs sujets liés au management, à la gestion, à la finance, à la communication, au marketing, etc. Et par la suite, ils vont faire une spécialité. Donc par moment, cette promotion s'est subdivisée en deux spécialités. Il y a un groupe qui est parti en management de projet, un autre groupe qui est parti en management tout court. Et en fait, les gens, quand ils font un MBA, ils ne vont pas forcément chercher une spécialité particulière, parce que le MBA, il est destiné à des personnes qui veulent devenir manager par la suite. Et quand on veut devenir manager, il ne faut pas réellement rester sur un sujet bien particulier, mais toucher à toutes sortes de sujets qui englobent l'entreprise et qui permettent d'acquérir des compétences managériales qui permettent justement de prendre des postes à responsabilité et être à la hauteur. Alors l'MBA, c'est vrai qu'il existe depuis très très longtemps. Hein, donc on rappelle que ce n'est pas une nouvelle tendance ni chez nous ni dans le monde. Mais quelle est un petit peu sa particularité si on le compare un petit peu avec la formation supérieure de l'université? Donc là, c'est deux choses complètement, j'ai envie de dire complémentaires, mais différentes aussi. Exactement, exactement. En fait, quand on parle de formation ou d'enseignement supérieur, on parle beaucoup plus de comprendre des concepts, c'est beaucoup plus théorique, beaucoup plus, ça nous prépare au monde du travail. Et justement, le MBA, il y a beaucoup qui confondent, qui travaillent 2 ans, 3 ans, ils se disent, allez, je dois faire un MBA pour avoir un diplôme à mettre sur mon CV. Et ça, c'est complètement faux. Dans quel sens? C'est que le MBA, il va venir en aval d'une expérience acquise. Donc, on a l'habitude de travailler avec le département commercial, avec la production, avec ceci, avec cela. Donc, on arrive à les visualiser, mais on ne comprend pas leur fonctionnement. Donc, quand on fait un MBA, ça va venir compléter cette expérience professionnelle avec de la connaissance complémentaire qui nous permet de mieux comprendre et mieux interagir avec ces départements, alors que l'université, c'est plus nous rendre propice à l'employabilité, c'est nous donner des notions qui nous permettent d'intégrer le monde du travail. Donc le MBA
Son focus, c'est sur des individus qui sont relativement expérimentés. Donc c'est beaucoup plus savoir-faire. Exact. C'est beaucoup plus ça. Donc là, vous donnez des outils finalement concrets aux participants des MBA ou aux stagiaires des MBA. Absolument. Voilà. Et là, la particularité du MBA en question, c'est qu'il est déployé, vous l'avez dit tout à l'heure, en français et en anglais, mais c'est beaucoup plus en anglais du fait qu'il y ait un partenariat international. Et actuellement, on voit avec beaucoup. Les États-Unis, exactement. C'est avec une université américaine. C'est International University of Leadership. Et en fait, on voit beaucoup ça dans les écoles supérieures, dans les instituts, faire des partenariats avec des écoles internationales. Mais l'objectif derrière, c'est d'avoir des diplômés qui ont cette ouverture vers l'international, la possibilité d'évoluer à l'international, postuler ailleurs, et même pour aller poursuivre des études à l'étranger, ça facilite l'accès à ce type d'études. Alors, encore une fois, cette 20e promotion, donc la particularité, c'est qu'ils viennent tous de la même institution. Exact. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les MBA. Généralement, c'est de l'inter, comme tu le dis si bien. Exact. Et c'est ce qui fait un petit peu un brassage, j'ai envie de dire. Parce que quand on vient de plusieurs entreprises, il y a plusieurs cultures, n'est-ce pas? Brassage de plusieurs cultures. Mais là, c'est la même culture. Exact. Alors, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Parce que quand on vient de la même culture, on doit un petit peu épouser le moule. Absolument, Non, absolument. Imposer un moule. Alors, comment ça s'est passé? Alors, quand on est en interne, d'ailleurs tu es dans la formation toi aussi. C'est pour ça que je te pose la question. Quand on est en interne, en fait, c'est au formateur de faire l'effort d'intégrer le groupe, de créer le groupe. Et en fait, quand on est dans l'intra, c'est le groupe qui va accepter le formateur. Donc, dans l'inter, on approche comme un leader qui va essayer de fédérer, exactement, de réunir les gens. Et quand c'est de l'intra, on arrive comme si on était un loup et on voulait intégrer une meute de loups. Donc, on leur montre la patte, on montre qu'on est des leurs, qu'on comprend leur culture, etc. Et on intègre. Et en fait, après, c'est super fluide quand on est en intra parce que les gens se connaissent déjà entre eux. On peut se permettre de faire des blagues, de taquiner les gens sans qu'il y ait de sensibilité particulière parce qu'eux-mêmes, ils commencent à se taquiner, ils commencent à se faire des blagues. Donc, ça devient, la formation devient beaucoup plus sympathique, beaucoup plus facile, beaucoup plus... Et ça a ses particularités, en fait. C'est pas parce que l'intra est comme ça que l'inter n'est pas bon. Au contraire, parce que quand on est en inter, il y a des contributions, on a des visions différentes d'autres entreprises, d'autres institutions, alors que quand on est dans l'intra, on parle uniquement des sujets propres à l'entreprise. Donc chacune ses avantages et ses inconvénients. On ne va pas dire inconvénients, mais faiblesses, disons. Ouais. Voilà, et ça se complète, encore une fois. Absolument. Pour un formateur, pour un enseignant-formateur, c'est toujours complémentaire. Donc, pour ce qui est de l'intra, ça ressemble un petit peu, on est un petit peu dans l'esprit de la team building aussi, mine de rien. Même si on ne fait pas, réellement un programme team building, mais on ressent, ça se dégage. Exactement, exactement. Parce que déjà, la formation, c'est une sorte de congé en soi. Oui. Je suis entièrement en faveur de ça. La formation en soi, c'est une sorte de congé parce que l'élément, il va sortir de son environnement habituel, des gens qu'il connaît, etc. Et là, il se retrouve derrière les bancs de l'école, de nouveau, à apprendre, à poser des questions. Et donc, ça c'est des repose. retrouvailles pour beaucoup aussi. Hein. Comment ? C'est des retrouvailles pour beaucoup Aussi, parce que quand ce sont des grosses entreprises, avec beaucoup d'employés, généralement, ils ne se voient pas entre eux. Donc, c'est les retrouvailles, c'est les découvertes aussi. Ils font connaissance lors de la formation, ils découvrent ce que font leurs collègues. Et du coup, ça leur permet de sortir de leur élément, de se régénérer, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de congé. Et c'est aussi une forme de team building parce que là, il y a des travaux d'équipe, par exemple. Personnellement, je fais mes formations disant j'essaie toujours de garder un niveau de pratique supérieur à 70%. Et dans la pratique, je suis très en faveur des ateliers parce que ça permet l'échange dans la résolution des cas, des exercices. Et là, on est aussi dans le team building parce qu'on crée des équipes, on challenge d'autres équipes, etc.
et ça permet de faire du team building quelque part. Ouais. Alors je voudrais aussi qu'on parle, Abdelrahman, de la langue choisie pour cet MBA, en l'occurrence l'anglais. Oui. Alors on sait que quand même c'est un cursus pour beaucoup qui a été fait en langue française, sinon en langue arabe. Alors qu'en est-il de l'adaptation à la langue anglaise? Très bien. Bon, pour rejoindre ce type de MBA qui sont faits en anglais, il y a des prérequis. On n'a pas besoin d'être excellent en anglais, mais comprendre quand on nous parle, savoir lire, écrire, etc. Et par la suite, ça va se développer parce que il faut garder à l'esprit que durant le cours, on parle exclusivement en anglais. Il n'y a pas de raccourci ou d'explication en arabe, etc. Donc ça permet de perfectionner sa maîtrise de la langue. Et j'ai vu des cas où des personnes se sont retrouvées un peu en difficulté dans le cas où ils ne maîtrisent pas très bien l'anglais. Et du coup, dans ce type de cas, il vaut mieux aller vers une langue qui est plus adaptée. Donc, il y a la possibilité de le faire en français. Après, ça dépend des ambitions de chacun. Oui. Voilà. Donc, on rappelle que c'est un institut. Donc, c'est l'IMA, c'est un institut qui a des partenariats avec une université américaine. Exact. Donc, c'est aussi une façon de promouvoir la langue, d'inculquer encore la langue. Aujourd'hui, ça reste quand même un outil de communication internationale. Absolument, absolument. Depuis quelques années déjà, c'est devenu une langue incontournable. Si on veut faire de l'international, il faut faire de l'anglais. Les Américains ont fait en sorte, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'analogie entre l'arabe et l'anglais tout à l'heure, c'est que l'anglais a été tellement simplifié, très très simplifié, très basique, de manière à ce qu'il devienne accessible au monde entier et que ça devienne la langue universelle qu'on comprend partout. Donc oui, il faut s'éduquer en anglais, il faut faire des études en anglais, il faut avancer en anglais si on veut avoir cette approche internationale. Donc, j'allais dire, diversification de la langue. Voilà, j'y arrive, je trouve le mot. Donc c'est vrai que plus on maîtrise des langues, mieux ça vaut donc surtout pour quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers une carrière de management, de manager. Donc on a besoin finalement de ce genre d'outils. Mais sinon, quel est l'engouement aujourd'hui pour les MBA? Aujourd'hui, on a comme l'impression que les formations s'imposent d'elles-mêmes. C'est vrai que les formations ont de tout temps existé, mais ces dernières années, on voit quand même une multiplication, un besoin accru qui se manifeste, beaucoup de demandes. Qu'en est-il finalement de l'engouement? En fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, le MBA, ça existe depuis un bon moment. Et en fait, maintenant, on peut dire, je ne vais pas dire un conflit générationnel, mais si on regarde la nouvelle génération montante, c'est une génération qui a beaucoup d'avantages pré-emploi, pendant l'emploi, etc., avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'accès à l'information, ce qui n'existait pas avant. On n'avait pas autant de facilité. Et en fait, maintenant, soit on s'adapte, soit on se fait éjecter. On n'a pas la possibilité. Et justement, aller vers la formation, aller vers des MBA, etc., ça permet de rétablir cet équilibre, maîtriser des outils. Si on cite par exemple Power BI, autrefois, il n'y avait même pas le besoin de Power BI. Il n'y avait même pas le besoin, ça paraissait tellement loin. C'est ça. Excel suffisait à faire ça. Et maintenant, on voit un étudiant, avant de sortir de l'université, il maîtrise déjà ça. Il arrive en entreprise, on lui demande de faire des choses, il sait les faire. Ce n'est plus comme avant, où il doit faire un stage de 6 mois. Certes, on lui impose toujours le stage, mais il est déjà productif à l'entrée. Donc, les anciens qui existent au sein de l'entreprise depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans, il faut qu'ils se recyclent et qu'ils soient au même niveau, sinon cette nouvelle personne va leur prendre leur poste. C'est comme, après le conflit générationnel, n'est-ce pas? Après, je ne sais pas qui l'a dit, et il l'a si bien dit par rapport à l'intelligence artificielle. Il leur a dit, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain, mais c'est l'humain qui sait utiliser l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain. C'est pareil pour toutes sortes d'outils. Donc celui qui maîtrise le plus d'outils, c'est celui qui va remplacer celui qui ne les maîtrise pas. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y ait de l'engouement, que ce soit pour la formation,
pour les MBA, pour toutes sortes de compléments de connaissances professionnelles. Donc tu conseillerais finalement à un universitaire de faire quand même des formations en parallèle? Je n'ai même pas besoin de leur conseiller. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà, ils le font. Il y a des groupes sur Facebook où des liens sont partagés limite quotidiennement pour des plateformes qui ont plein de cours en ligne déjà disponibles, etc. Parce que maintenant, l'étudiant, en fait, il n'attend plus la fin de son cursus pour commencer à gagner de l'argent, pour commencer à travailler. Et d'ailleurs, la Gen Z, la génération Z, il y en a beaucoup qui préfèrent être entrepreneurs que salariés, parce que déjà étant étudiant, le gars il arrive à faire 5 000 $ par mois, même si c'est 500 000 $ ou 500 ou 1 000 $ par mois, pour lui c'est quelque chose. Et du coup il se dit si j'arrive à faire ça, je peux faire plus. Et il se forme déjà en étant étudiant, il fait des travaux en freelance. Chose qui n'existait pas auparavant. Un étudiant, il travaille dans une pizzeria, dans un restaurant, dans une librairie pour arrondir ses fins de mois. Ce n'est plus le cas. Maintenant, l'étudiant, il est ouvert au monde international, aux plateformes de freelancing et il arrive à gagner de l'argent. Et après, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui avec le statut de l'étudiant entrepreneur, par exemple, avec les différents incubateurs. Aujourd'hui, chaque université, quand même, elle a son incubateur. C'est ce qui permet aussi aux étudiants de s'épanouir sur le plan entrepreneurial. Absolument, absolument. L'université cherche à produire des entrepreneurs en lieu de futurs salariés. Donc c'est toute une politique derrière qui vient avec le lancement du ministère des startups, le Algerian Startup Fund, les incubateurs au sein des universités, les incubateurs privés. Et tout ça tend et vise vers la promotion de l'entrepreneuriat. Personnellement, je ne suis pas complètement à 100% en faveur de création exclusive de start-up, parce que au final une start-up c'est une entreprise, donc promouvoir l'entrepreneuriat est plus important que de promouvoir les start-up. C'est vrai qu'il y a un effet de mode par rapport aux startups, mais apprendre déjà à entreprendre, à comment créer une entreprise, comment la gérer, comment gérer une équipe, c'est déjà un atout et un acquis majeur pour quelqu'un. Et après, ça reste des profils, hein, n'est-ce pas? Après, exact. ça reste c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Absolument. On en parlera probablement un jour, Abdelrahman. Avec plaisir. Inch'Allah. Alors, Avec on plaisir. rappelle que hier, ça a été la 20e promotion, donc un billet de l'Institut Lima, n'est-ce pas? Donc, une longue expérience, j'ai envie de dire. Donc, 20 ans, 20 promotions, c'est à peu près un peu plus de 20 ans de travail. Hein. Alors, en fait, il se peut qu'il y ait 2 promotions en simultané. Donc, c'est pas 20 ans de forcément. Ah, c'est en simultané, d'accord. Ouais, on peut avoir 2 promotions en même temps. Oui, Exact. c'est faisable. En tout cas, c'est quand même 20 promotions, mine de rien. C'est quelque chose. Voilà, longue vie. Inch'Allah. Donc, en tout cas, Abdelrahman, ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous ce matin. Je te retrouve très bientôt, probablement pour parler de finances. Je sais que c'est ton dada. Je serai très ravi de Marhaba bik. Merci beaucoup, Abdelrahman. La musique du Sud, tu aimes? Ça te dit? J'adore. Eh ben, en ce moment, Ataman Rasset se tient l'édition du festival de la musique du Sud. D'ailleurs, on appelle ça le blues algérien. Oui, effectivement. Effectivement, c'est le blues algérien. Et donc, ça va continuer jusqu'au 21. Abdelrahman, merci encore une fois. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Taman Rasset retrouver notre amie Amel Almi qui se trouve sur place. Elle va nous transmettre un petit peu l'ambiance de cette édition du Festival de la musique du Sud. Amel, bonjour. Et c'est à toi. Bonjour Amel. Bonjour Nour, bonjour à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent régulièrement dans Bonjour d'Algérie. Nous sommes ici à Taman Rasset en ce moment pour un très bel événement, la première édition du Festival de musique du Sud, avec bien entendu beaucoup de festivaliers et surtout des invités qui sont venus d'un peu partout. On aura l'occasion de vous les présenter. En tout cas, on va commencer. Nous sommes ici même dans une très belle khaïma, dans une placette aussi très connue, la placette du 1er novembre de Taman Rasset, et à proximité de la maison de la culture d'Assine, avec nous des invités qui vont nous parler bien sûr de cette ambiance. Alors pour cette première édition, on a le plaisir d'avoir avec nous le coordinateur de ce festival, Hassan Qassirissa. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous les audimat, bonjour Canal Algérie, et je vous remercie d'être là avec nous et de nous donner l'opportunité, on va dire, de parler de ce grand événement, on va dire en votre présence et en présence, on va dire, de tout ce beau monde.
Et Inch'Allah, on donnera, on va dire, une très très belle première édition. Inch'Allah, on n'en doute pas en tout cas, l'ambiance y est et ça fait plaisir. On est avec un artiste qui est monté sur scène le premier jour bien sûr, la belle soirée, la première soirée donc d'ouverture. Il s'agit donc de Mahmoud Aneslem. Marhaba bik. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Canal Algérie. Merci de nous avoir invités. Et merci aussi le temps que vous faites avec nous là, c'est quelque chose de très bien. Alors vous êtes le leader du groupe Inislam et Isnara, pardon, qui est un groupe qui est très apprécié par tous ceux qui aiment la musique du Sud, n'est-ce pas? Si, le groupe Isnara, c'est un groupe de musiciens touareg, c'est-à-dire qui chantent de l'amour, de la paix, de la culture, de l'identité touareg. L'identité touareg. C'est un groupe qui a vu le jour il y a quelques années déjà. En 2012, vous êtes monté sur scène et depuis, le public vous suit. Oui. On va parler dans un moment de votre musique et surtout de l'influence de votre patrimoine, surtout pour votre musique, qui est une musique aujourd'hui actuelle, hein, contemporaine surtout, avec des sonorités de blues un petit peu. Ouais. On va voir comment est-ce que l'ensemble des organisateurs ont fait leur choix pour apporter cette musique et surtout varier, hein, en tout cas, la musique du Sud. N'est-ce pas, Hassan? Non, c'est clair, on ne vous cache pas, pour être honnête, que c'était très difficile d'élaborer tout un programme artistique en prenant en considération, on va dire, toutes les régions, toutes les sonorités, toutes les traditions, toute la modernité apportée à cette musique. Et voilà, avec on va dire, la concertation avec monsieur le directeur artistique que je salue, monsieur Abdallah Lemdani, et aussi monsieur le commissaire Abdallah Bousmaha, Abdelkader, pardon, Bousmaha. C'était vraiment des réunions de réflexion pour faire le bon choix, pour, on va dire, ramener quelque chose de plus et pour surtout apporter de la variété pendant chaque soirée et garder un certain équilibre, une bonne autonomie d'écoute sur le plan sonore. Ce qui est quelque chose de, capital, hein, de pour très compliqué, pour la réussite d'un festival. Compliqué, ce qui veut dire qu'on a pensé sur la programmation artistique à mettre, on va dire, cette variété ou ces passerelles ou on va dire ces changements, de sons, on va dire d'une manière à se compléter. Au lieu qu'un groupe sonne un peu plus que l'autre, non, on a essayé de trouver un certain équilibre en allant, on va dire, du moins rythmé au plus rythmé. Il y a beaucoup de traditions, il y a eu de l'imzad, il y a bien sûr du tindi, il y a bien entendu ces nouvelles sonorités qu'on a apportées à la musique touareg, avec un petit peu dans ces influences blues et de la recherche dans la musique. C'est clair. Je vais parler aussi de la cérémonie d'ouverture, si vous me permettez, d'ailleurs, puisque vous venez parler de ce côté un peu authentique, un peu traditionnel. Par exemple, pour l'ouverture, on a eu deux parties. La première partie, c'était vraiment pour on va dire le spectacle populaire, danse folklorique, musique folklorique. C'était très, très riche. On a oublié personne. Tout le monde était là. Tazmart, Imzad, il y avait le Barod, il y avait le Karkabou, il y avait même le groupe avec les chameaux qui était là, qui était présent. Tout à fait, les Méharis. Il y avait eu même les scouts aussi. Voilà, les Kodama, les Kessefa qui ont participé, qui ont donné un passage. Ce qui veut dire qu'on a essayé déjà de faire participer on va dire, toute cette catégorie, toute cette richesse patrimoniale que la wilaya de Tamanrast emporte. Oui. Et c'était déjà la première partie qui était importante. Et c'était ça l'objectif. Et sur la deuxième partie de la soirée, vous avez vu que le spectacle a démarré avec le groupe El Ferda. On a donné un hommage à la défunte Hasna El-Bacharia à travers les deux passages de l'artiste Nora Gnawi. Voilà, qui a mis le feu sur scène. C'était suivi par le groupe Isinara, qui a fait entrer le grand public dans le son du Sud, dans la guitare électrique, voilà, dans le djembe, dans ces rythmes, on va dire, très variés, très riches, un peu modernes. Et juste, on va dire, au final, c'était Tico Bawin. Vous voyez, ce qui veut dire qu'il y a eu une progression. Ça a été crescendo. Voilà. Le public était venu en masse, les jeunes étaient là, tout le monde voulait rester jusqu'à la fin. Et quand la fin est arrivée, ils étaient tout tristes. Alors, les soirées, c'est tous les jours, pratiquement, donc du 17 jusqu'au 21. Du 16, pardon. Voilà, du 16 jusqu'au 21, bien sûr. Et de 20h
à 20h30. De 20h jusqu'à minuit, voilà. Jusqu'à minuit, C'est bien sûr. pratiquement 4 heures de soirée. Et d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture a débuté à 17h Oui. et on a fini à minuit. Vous voyez, et comme vous venez de le dire, il y avait le grand public qui était resté là, même quand on a fini la soirée, les familles étaient là. Et ça, c'est quelque chose d'important de voir déjà pour la première soirée ce grand nombre de familles, ce grand nombre de jeunes qui étaient là. Tout à fait. Et on va dire tout s'est bien passé, tout était Alhamdulillah. au Il y a rendez-vous. une portée très importante durant ce festival, une portée touristique, culturelle, identitaire. C'est important justement de réussir cette première soirée pour le reste. Parce que pour les gens vont se rappeler voilà, c'est évident que les gens se rappelleront de la cérémonie d'ouverture parce que c'est, on va dire, c'est la clé, on va dire, de tout ce qui va se passer après. Si on fait une bonne cérémonie, s'il y a un bon public, si tout se passe bien, s'il y a de bons échos, de bons retours positifs, la belle participation, la belle organisation, la bonne logistique. C'est clair. Et après, le festival, on va dire, continuera, ça marche. Tout à fait. Et nous, son on est là évolution. pour la couverture médiatique, on est là pour rapporter un petit peu cette ambiance. Et on a la chance de vous avoir à nos côtés, puisque vous nous permettez aussi d'avoir des invités et des invités de marque. Alors ce matin, on n'a pas laissé dormir Mahmoud, puisque nous, notre programme, c'est un programme matinal. Il était fatigué, il est monté sur scène, et ça s'est bien passé, Mahmoud. Ça a été très bien passé. Oui. Même l'organisation et l'enchaînement du spectacle, c'était très bien calculé. Je remercie beaucoup les organisateurs pour l'effort qu'ils ont fait pour organiser tout ça là. C'est grâce à ça que nous avons pu, c'est-à-dire que faire une chose Une belle prestation sur scène. Ouais. Alors les artistes, quand ils sont sur scène, on les reconnaît plus. Hein. Ils sont plongés carrément dans leur musique, dans leur univers carrément. On dit de vous que votre groupe, c'est une plongée dans l'âme du désert. Si. Donc, ce que nous jouons comme musique, généralement c'est traditionnel. On essaie toujours de garder les sons traditionnels, même si on ajoute des sonorités modernes. Comme la plupart, la guitare électrique, Voilà. les percussions. On essaie toujours de garder cette âme de la sonorité traditionnelle. Les sons du Tendé, les sons de l'Imzad aussi. C'est-à-dire qu'on amène un peu partout dans ces deux instruments. Oui. Entre les deux instruments, c'est-à-dire que nous créons notre musique. Bien sûr, et c'est magnifique. Vous avez toujours été curieux, vous êtes des autodidactes, vous avez suivi la trace donc de grands dons de la musique internationale bien sûr de Taman Rasset, comme le groupe Tinariwen, comme Ali Falkatouri. Nous avons l'habitude d'entendre les Tinariwen, le Marc Knopfler, le Ali Falkatouri de l'Afrique. Oui. C'est-à-dire que ces grands-là qui nous ont inspirés et bercé. Les bercer de faire cette musique aussi. Et depuis, parce que vous m'avez dit que depuis 2012, ça y est, vous enchaînez les plateaux, vous enchaînez les scènes aussi. Si. C'est depuis 2012 qu'on a commencé les travaux. Donc, on a fait la formation IMZAD, on a fait le 5 CD. Oui. Et après, en 2015, nous avons fait la formation ISENARA. C'est ça. Et nous avons fait 2 CD. C'est-à-dire qu'en global, nous avons 7 CD. Vous avez fait des collaborations avec des artistes bien aussi. Bien sûr. Beaucoup d'artistes algériens. Ouais. Y compris Kader Japonais. Ouais. Bon. Et bien sûr, vous avez fait des tournées aussi à l'étranger, le Canada. Le Canada, la Suisse. Paris, Marseille, la Mauritanie, l'Égypte. Et comment vous êtes reçu, comment votre musique est reçue à l'étranger? Bon, c'est-à-dire que chaque fois quand on monte sur la scène, on dirait que c'est la première fois que les gens voient ce truc-là, avec notre tradition, notre culture, notre langue. C'est-à-dire que les gens se concentrent beaucoup pour qu'ils vont comprendre c'est quoi ça. C'est-à-dire que tu peux dire que c'est un peu bizarre, même s'il y a des Tinariben qui ont pris cette route,
Mais malheureusement, il y a encore une partie du monde qui n'ont pas encore... ne connaissent pas encore Voilà, votre musique voilà. et la musique du Sud. Alors, Oui, oui. la musique du Sud est très importante. Vous, par exemple, Ouais. vous touchez un petit peu un public international, mais national aussi. Oui, oui, Vous oui. avez des messages, vous avez des, Si, si. en fait, une identité à préserver, surtout pour le Ouais. peuple touareg, Ouais. pour les gens qui suivent votre musique, n'est-ce Ouais, pas? ouais, Il y a- ouais. Vous chantez l'amour, la paix, l'espoir. L'espoir, notre mode de vie, notre culture, etc. Ouais. J'imagine. En tout cas, ça a été une très belle soirée, hein, la soirée Merci. d'ouverture avec vous. Merci. Hassan, vous allez nous parler donc de tout ce qui est en parallèle aussi du festival de la scène. Il y a donc des ateliers, il y a des expositions. Avant de, si vous me permettez, Oui, bien je sûr. voulais juste Revenir dire sur- revenir sur un détail qui est très important concernant la musique du Sud, que même si on est au fin fond du monde, ça reste un truc très authentique, très original. Et on sent la pureté, on va dire, des personnes. C'est vrai. Et ça, c'est important. C'est juste pour dire ce que vient de dire l'artiste Mahmoud. Ce qui veut dire que cette culture-là, si on l'exporte, c'est une culture qui va être très bien accueillie, qui va être, on va dire, très bien suivie. Parce que aujourd'hui, le monde manque de cette authenticité avec la modernité qui se passe, C'est avec vrai. voilà, Avec avec tous ces l'IA changements. qu'on c'est- voit aujourd'hui, on sait ce qui plus. veut dire que là maintenant, on est heureux, on est émerveillé de rencontrer, on va dire, des gens qui ont gardé cette... Et qui ont des valeurs. Voilà, cette tradition, ces cultures-là. Et ça, c'est un plus, normalement. Voilà, c'est quelque chose qui rapporte plus à C'est l'artiste lui-même, à la région, à l'Algérie elle-même, avec son, on va dire, son héritage patrimoine, du patrimoine on va dire, Matériel, matériel, voilà. matériel aussi. Et ça, c'est très important pour eux autant qu'artistes. Maintenant, pour ce qui est de notre organisation, ou on va dire de tout ce Oui. qu'on a fait pour le festival et pendant le festival, Oui. c'est qu'on a pensé déjà à faire des ateliers, ce qui est important. Et ces ateliers, on a qui les gère, Madame Wiham Ben Ammar, c'est la directrice, on va dire, de ces ateliers, avec toute une équipe de professeurs qui sont venus d'un peu partout des wilayas. Pour des masterclass. Voilà, pour faire des masterclass, pour faire des échanges. On va dire, ces ateliers sont ouverts aux locaux déjà, D'accord. qui veulent faire, je sais pas, des gens qui veulent apprendre ou être orientés sur le chant, sur la musique, Très sur bien. le solfège. Ce qui veut dire que les ateliers, ils sont là pour donner plus d'orientation, plus d'échanges qu'autre chose. Et Ouais. j'espère qu'on aura beaucoup de monde. Déjà, il y a des gens qui viennent s'inscrire chaque jour. Ça, déjà, c'est magnifique. très important. Oui, il y a des petites sorties avec, on va dire, les gens de la région, À avec l'extérieur. monsieur le commissaire. On va essayer d'organiser des petites sorties déjà pour les artistes, avec tout le monde Très bien. qui nous aide là. On essaiera de faire ça pendant En parallèle. pendant le festival. Il y a même pendant l'atelier. On doit avoir le produit de l'atelier au final bien. du festival, ce qui veut dire qu'on travaille sur quelque chose pendant les ateliers pour donner le résultat, pour que les gens voient ce travail, pour que les gens, on va dire, touchent ce son-là Ce et sera voient concrétisé, voilà, en fait. ils voient qu'il y a eu un travail de fond D'accord. pour le présenter au grand public. Ça, c'est très important. Sans oublier, on va dire, toute la participation, on va dire, de nos artistes, que ce soit locaux ou même on va dire, Les les artistes étrangers. Il internationaux. y a la qui- Libye, il y a la Mauritanie. voilà, qui vont venir, qui vont participer. Et je pense toute ce bouquet, toute cette variété musicale, C'est ça. culturelle, réunie aujourd'hui à Tamnrasset avec toutes ces différences, avec, voilà, vous voyez, ça déjà pour nous, autant qu'organisateurs, c'est déjà quelque chose de bien, c'est une réussite. Qu'on arrive déjà à déclencher cette première édition, malgré qu'il y a quelques... On va dire difficultés, Bien obstacles. sûr, comme chaque organisation, il c'est- faut bien sûr une logistique, la disponibilité des avions, Beaucoup etc. de choses, beaucoup bien de sûr, choses, et beaucoup de bien choses. entendu, toute cette logistique qui doit être mise en place pour des participants étrangers, bien entendu. Alors, il faut rappeler aussi que c'est important. Alors, le directeur, donc le commissaire du festival et lui-même est un artiste. Est un artiste. Abdelkader Abdelkader Bousmaha, Bousmaha, voilà, qui qui est connu. a fait cette organisation. Ça lui tenait à cœur, hein, n'est-ce pas, hein? Non, c'est clair. D'ailleurs, le commissariat lui-même est constitué que d'artistes ou de profs.
C'est ça. Notre directeur artistique, M. Abdallah Al-Mdani, voilà, c'est très Voilà. connu sur le domaine. C'est un grand monsieur de la musique. Abdelkader Bousmaha, c'est un musicien, c'est un leader de groupe. Moi-même, je Vous-même. suis artiste. Tout Voilà. à fait. Et, On vous a reçu plusieurs fois sur nos plateaux, notamment pour la dernière, l'organisation à Oran, bien sûr, des Olympiades de la formation C'était professionnelle. la création et mise en scène du spectacle Empreinte pour l'ouverture des ça. Olympiades des métiers. Vous voyez, de metteur en scène à concepteur, à coordinateur. C'est ça. On essaye de joindre les deux bouts et ça n'empêche pas qu'on est là. Il y a Madame Wiham Ben Ammar, docteur en musique En déjà. tout cas, une force vive pour la réussite donc, de ce beau festival qui a une portée touristique. C'est important parce qu'il y a beaucoup de touristes qui sont venus d'un peu partout participer, assister aussi et profiter bien sûr de la région. Bien sûr, déjà, citons par exemple, il y a tout un groupe de chorales Oui. féminines. On aura l'occasion de les recevoir, Inch'Allah. Voilà, Très sympathique. qui sont venus d'Alger pour assister au festival, pour faire les ateliers. Et vous voyez déjà, quand ils nous ont contactés pour, on va dire, prendre attache avec nous, essayer de trouver un moyen pour les aider sur, on va dire, sur la logistique, hébergement, etc., pour les orienter. Voilà, c'est déjà quelque chose de bon que le festival à 2000 km de la capitale, vous voyez, il y a déjà un écho positif, il y a des gens qui veulent venir avec leurs propres Bien moyens sûr. pour participer. Et tous ceux qui sont ici en ce moment pour des vacances ou du tourisme culturel ou professionnel, c'est ils peuvent venir à ce festival. Voilà. Hassan, merci beaucoup. Un dernier mot, Oui. s'il vous plaît. Je salue juste notre partenaire du festival, l'Office national de la culture et de l'information, qui a donné tous les moyens techniques, humains, matériels, pour mettre tout cet espace scénique en valeur et donner vraiment, on va dire, donner un bon, on va dire, de très belles prestations pendant le festival. C'est vrai, on était là, on a vu, on a assisté merci, aux coulisses. Voilà. Et en tout cas, bravo à toutes ces équipes qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette première soirée, de la première soirée. Et bien sûr, tout au long du festival, on sera ici pour relater un petit peu toute cette belle ambiance. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci, merci. On vous souhaite bon courage pour le reste et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir sur nos autres plateaux, Inch'Allah. peut-être à Alger Inch'Allah, ou Inch'Allah, carrément au niveau des stations régionales. Inch'Allah, merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Alger. On continuera à vous donner quelques ambiances d'ici de Taman Rasset pour ce festival. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Amel qui se trouve en ce moment à Taman Rasset justement pour cette édition du Festival de la musique du Sud et comme chaque vendredi elle est parmi nous déjà Samira Hadjamal. Bonjour Samira. Bonjour Nour, bonjour Comment ça à va? tous. Ah Samira, tu aurais aimé être sur place. Hein. J'aurais adoré. Bah clairement, Tam, c'est ma ville de cœur. Oui, effectivement. Une grande histoire d'amour avec Tam, une des effectivement. plus belles wilayas d'Algérie. Mhm. Comme toutes les autres wilayas. Comme toutes les villes, mais on sait que tu as un coup de cœur très particulier pour Taman Rasset, effectivement. Surtout durant cette période, il fait Il bon. fait froid. Mais la journée, ça si, va. la nuit, On il fait apprécie. froid, il fait froid. La journée, on apprécie quand même. Décembre, c'est difficile. Ouais. Il y a eu un changement climatique, tu as raison. Hein. Très agréable. La Très, période- très agréable, Toute l'année, on peut aller à effectivement. Taman Rasset toute l'année. Très agréable. Et Samira, on reçoit très souvent des étudiants sur notre plateau et je dis toujours que les étudiants sont très dynamiques. Hein. Ils font beaucoup de travail durant tout leur cursus, de sorte que lorsqu'ils sont Surtout les diplômés... informaticiens. Oui, tous, hein, tous, surtout quand ils arrivent à la fin de leur cursus, ils sont déjà prêts pour le marché du travail. Et là, nous allons parler dans un petit moment donc d'un événement qui va se dérouler au niveau de l'école supérieure d'informatique. Et c'est Zakaria Ben Hamish qui est parmi nous. J'ai bien prononcé? Exactement. Zakaria, bonjour. Bonjour madame, Comment merci ça va? beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis Marhaba vraiment. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Ils sont beaux nos étudiants. Oui, hein, oui, Samira. très beau. Avec la cravate N'est-ce pas? et tout. Voilà. Alors, Zakaria, je reviens à toi dans un petit moment pour parler donc de votre événement. Sinon, Samira a choisi de nous emmener du côté de El Bouaqi aujourd'hui et ce sera juste après cela. Alors, Samira, El Bouaqi cette fois-ci, une ville antique. Dans la wilaya de El Bouaqi, précisément à Qsr Sbahi. Qsr Sbahi, c'est Gadio Fala. Gadio Fala, c'est un nom
Généricien, numide, berbère. Tu vas y arriver, tu vas y Voilà, arriver. libico-berbère. Mais sinon, c'est déjà toute la wilaya de Bouakhi est magnifique. C'est un endroit qui est construit sur des strates d'histoire qui remontent depuis, on va dire, depuis la préhistoire à nos jours. C'est une wilaya où, en fait, c'est une wilaya qui est citée dans plusieurs documents historiques, notamment la table de Peutinger, dans l'itinéraire d'Antonin. Procope en a parlé. Procope, c'est l'historien par excellence du VIe siècle. Et ça raconte, en fait, elle est mentionnée. Gadiofala, Qasr Sbahi est mentionnée. Qasr Sbahi est pas très loin de donc, le Bouakhi, c'est une commune, et elle n'est pas très loin non plus de Guelma. Elle n'est pas très loin de Constantine, Sirta. Elle n'est pas très loin de... C'est sur la route qui mène jusqu'à... Un véritable carrefour, finalement. Exactement. C'est un... Comment on va dire? C'est un lieu très important pour l'histoire, puisque Qasr Sbahi a servi de, on va dire, de centre de contrôle. Elle a servi à l'époque des Numides, à l'époque de la province numide. Elle a servi de... Comment on appelle ça? De banque. Si on peut appeler ça comme ça, ou du moins de lieu de stockage des impôts ou des biens publics. Donc pour te dire, c'était un endroit stratégique. Elle a servi aussi c'était la route de la transhumance. Donc c'est une route aussi où il y a eu énormément d'échanges commerciaux. L'agriculture, c'est une zone qui est, on va dire, par excellence faite pour l'agriculture, jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde a voulu la conquérir. Tout le monde est venu, et enfin ils ont essayé de conquérir toute la région, toute l'Algérie d'ailleurs, mais précisément c'est la Numidie orientale. On est sur le territoire des Massils. Celui qui va fonder Gadiofala, c'est le roi Gaïa. Donc le premier, c'est le père de Massinissa. On connaît Massinissa. C'est l'un des monarques numides les plus remarquables. Son règne est marqué par de la prospérité dans tous les sens, richesse, agriculture, tout ce qui est possible d'imaginer. Il a marqué son temps. Massinissa, c'est celui qui a régné le plus. Il a régné 54 ans. Celui qui a régné autant, un peu moins, c'est Juba Ier, le père de Juba II, pour te dire, le père aussi de Ptolémée. Donc on a tout un règne des rois numides, on a le passage des Vandales, on a le passage de l'Empire romain, c'était une province numide, on passe du royaume numide à celui de province de Numidie, ensuite de byzantin, ensuite, en fait il y a eu toutes les Vandales sont passés par là. C'est intéressant de le dire, pourquoi? Parce que c'est une région d'histoire et la mémoire est inscrite sur les pierres. On a retrouvé des épigraphes, énormément d'épigraphes dans toute la région. C'est une région aussi, on peut le mentionner, le Bouakhi, on a des traces d'escargotières. C'est quoi? C'est des cendres d'escargots. Voilà. Et on a aussi des traces et de l'outillage qui remontent à 8000 ans d'histoire. Donc il y avait des campements humains. On a retrouvé ça. On a retrouvé aussi une mosaïque. On a dû la voir passer. Où elle va passer? C'est la mosaïque des 4 saisons. Alors, 4 saisons, déjà, ça nous rappelle l'agriculture. L'agriculture. Voilà, donc c'est une déesse. Cette mosaïque, on peut la voir. Elle a été retrouvée à Bouakhi, mais on peut la voir au musée des Antiquités. Les Antiquités, voilà, le déplacement du patrimoine algérien pendant la colonisation. Qu'est-ce qui marque, on va dire, le patrimoine de Qasr Sbahi? Peut-être s'arrêter sur l'appellation de Qasr Sbahi. Elle est importante. En fait, Qasr, c'est forteresse. Sbahi, c'est Spahi. C'est un régiment de militaires. Beaucoup pensent que c'est un régiment militaire de la colonisation française. Pas du tout. C'est une région, Qasr Sbahi, où il y a toujours eu de la cavalerie, on va dire, depuis les Numides. Donc après les Ottomans, quand ils sont venus, ils ont créé ce qu'on appelait les Spahi. Voilà. Donc avec la déformation, avec le temps, ça donnait Spahi. Qu'est-ce qu'on peut visiter quand on va à Qasr Sbahi? Vous aimerez sûrement un jour y aller. Voilà, il est en train d'écouter avec beaucoup d'attention. Il y a une forteresse
qui est situé à peu près entre 500 et 900 mètres d'altitude de la ville de el-Bouakhi. Donc la nouvelle de Qasr Sbahi, pardon. Donc la nouvelle ville est en bas toujours. Ils construisent jamais très loin. La forteresse qui a servi de, alors elle fait partie. La forteresse de Qasr Sbahi, elle est d'origine byzantine. Elle a été modifiée à chaque fois qu'il y a eu une civilisation qui a traversé la ville, mais elle a servi aussi dans les 20 réseaux. C'est un castellum. C'est un castellum, c'est-à-dire un château, forteresse. Il y avait un réseau de 20 castellums autour de Cirta. Ça servait à protéger Cirta, Constantine. Donc à protéger militairement, d'où l'appellation de la ville. Mais on dit aussi que Qasr Sbahi, ça veut dire trésorerie ou garde-trésor. Donc pour te dire, il n'y a pas de trésor. C'est pas la peine d'aller creuser, mais à l'époque c'était ça. Alors on monte, c'est pas très loin de la ville, de Qasr Sbahi, on monte jusqu'à 500 mètres d'altitude. On va retrouver déjà, comment on va dire, il y a un périmètre de protection bien sûr établi par la direction de la culture, ministère de la culture, et on va trouver tout au long, on va trouver des objets qu'on a vu défiler tout à l'heure. On va trouver des choses par terre, des stèles votives, on va trouver un sarcophage, on va trouver jusqu'à arriver à la citadelle qui, elle, est construite avec de la pierre, de la grosse pierre qui certainement a dû être ramenée d'un autre endroit. Mais voilà, il reste des murs de rempart, il reste en tout cas une structure qui nous raconte la mémoire de la région. Voilà. Toutes les strates sont passées, on a dit, donc jusque... Oui, on le voit sur l'écran d'ailleurs. Les Omeyyades, voilà. Ouais. Ceux qui ont duré le plus longtemps, on la voit sur toutes les cartes. Donc celle-là, c'est la table de Peutinger. Moi, je ne prononce pas en latin, je ne peux pas. Ça, c'est la photo de Procope, la gravure, la peinture de Procope. Procope, il est de Césarée de Palestine, donc c'est un historien qui a beaucoup écrit sur, ils suivent tout ce qui se passe. C'est la mémoire, c'était la mémoire, le disque dur de l'époque, on va dire, pour faire plaisir à l'informaticien. Voilà. Mais on parle un peu son langage. Voilà. Donc c'est alors el-Bouakhi, on les connaît là, ils sont très connus parce qu'ils ont la musique al-Karhaba. Oui. Voilà. Ils sont connus il y a un musée, donc on peut visiter. Ça c'est el-Bouakhi. C'est la Mia qui englobe Qasr Sbahi. Et après, ce qui est particulier à el-Bouakhi aussi, Samira, c'est qu'on peut apercevoir des dolmens, mais alors un peu partout. Oublié de le dire. Il y a des dolmens sur toute la région, absolument toute la région. Mais on peut les voir à perte de vue, vraiment. À perte de vue, c'est dans la nature. Les dolmens, ça raconte quoi? Ça raconte la fin de la préhistoire. Et ça raconte aussi l'époque des Numides, l'installation, l'apparition des Numides. Peut-être rappeler aussi qu'à quelques kilomètres, pas beaucoup, quelques dizaines de kilomètres de Qasr Sbahi, Gadiofala, il y a le site de Ain Bouchret. Ain Bouchret, c'est 2,4 millions d'années d'histoire. Ça raconte l'histoire du monde. Donc avant les dolmens, il y a d'abord ce site qui n'est pas très loin. Et c'est l'un des plus vieux, peut-être le deuxième plus vieux site au monde de l'humanité, voilà, de l'apparition de l'humain. Donc on est avec les dolmens, avec les tumulus, avec les basinas, qui sont à perte de vue sur toute la route à partir de Constantine. Le plus connu, là où il y en a le plus, c'est Roknia, bien sûr. Après Guelma, jusqu'à Tébessa. Et après, on traverse jusqu'à la Tunisie. C'est pareil. On partage cette histoire commune avec les Tunisiens. Et il y en a aussi à el-Bouakhi. Il y en a, c'est-à-dire que c'est à perte de vue, voilà, dans la nature. Donc tout est à visiter et aller à la rencontre des Algériens. C'est une autre destination touristique. C'est une destination. Voilà. Donc il y a des zones classées Ramsar. Il y a plus de 11 lacs, dont 8 ont été progressivement classés à partir de 2004, 2009. 2008 aussi, ils ont classé plus de 8 lacs. Il y a les forêts, bien sûr. Il y a des forêts de pins d'Alep, qui entourent la ville de Qasr Sbahi. Donc le Qasr se trouve dans une forêt magnifique, donc de sapins, de cèdres
de pain d'Alep. Donc pour te dire, on peut y faire de la randonnée. D'ailleurs, la ville le recommande, quand on regarde la carte touristique de la ville, il recommande de faire du trekking. Donc ça fait beaucoup de bien au corps et à la tête. Au corps et à la tête, effectivement. Et rencontrer aussi les gens de Bouaké qui sont très, très hospitaliers. Manger le fils, je crois qu'ils ont le fils. Pardon? Ils ont le fils Ils ont dans le la fils, région. Oui, mais le fils, il est un peu partout, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est particulier. On peut jouer, alors j'ai noté le nom, on peut jouer, c'est un jeu, il y a le Qroud, et on peut jouer, alors ça s'appelle... Le Qroud, c'est les petites pierres, là. Le Kharabka, c'est l'ancêtre des jeux d'échecs. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est relatif à cette région, c'est un jeu populaire très ancien. Et ça s'appelle, tu disais? Alors, le Kharabka. Le Kharabka. Mais il y a aussi le Qroud, il y a plusieurs... Le Qroud, c'est les petites pierres. J'imagine que ça prend, c'est un jeu de cailloux. Hein. Oui. Donc... voilà. J'imagine aussi. Il paraît que c'est l'ancêtre des jeux... Des jeux populaires. Des jeux d'échecs. Ah, des jeux d'échecs, oui, d'accord. Oui, c'est des calculs mathématiques. Stratégiques. Je fais le lien avec Zakaria. Voilà, pour introduire Zakaria. Zakaria, vous jouez aux jeux d'échecs pour... De temps en temps. De temps en temps. Si, ça arrive. Quelle déception. Un matheux qui n'est pas... qui ne joue pas aux jeux d'échecs. C'est pas normal. Ah, c'est pas normal. C'est vrai? Je pense pas. Non, je pense que c'est normal. Mais si il va certainement maîtriser rapidement. Les matheux, comme ça, effectivement, ils ont beaucoup de stratégies, beaucoup de calculs, donc très très vite, il va s'y mettre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Sam, pour cette belle visite que tu nous as proposée, donc du côté de Homme-le-Boaké. Ça donne envie, Zakaria. Ah oui, j'ai vraiment envie de la visiter. Je vais faire de la randonnée, du trekking, bivouaquer, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Tu connaissais ma prochaine destination. Probablement. Tu n'as jamais visité Ah non, auparavant. jamais. Non. Bah voilà, ça va être un petit déclic grâce à Samira aujourd'hui. Très bien. Zakaria, justement, aujourd'hui, nous allons évoquer avec toi un événement que vous allez organiser avec ton club au niveau de l'école. Mais avant cela, ça te dit une petite virée du côté de Timimoun? Tu connais Timimoun? Tu es bien servi aujourd'hui, hein, ouais. Ah, n'est-ce pas? Allez, petite virée du côté de Timimoun et on se retrouve juste après. Vaste, silencieux et lumineux, le Sahara algérien impose sa présence, le regard s'y perd, le temps s'étire et les mots prennent une autre densité. C'est dans ce décor féerique que des écrivains du monde entier viennent chercher l'inspiration, attirés par l'atmosphère singulière de Timimoun. Je voulais les faire découvrir la beauté du patrimoine immatériel et toute forme de patrimoine immatériel à travers l'Algérie et surtout Timimoun. Au bien-être que vous nous offrez, je ne sais pas comment vous faites, parce que vous êtes dans un pays plein de contrastes, bien entendu, mais vous avez l'accueil permanent et l'offrande permanente. Et là, on trouve le fondamental de l'humanité, c'est l'humilité. People live here, love their lives. Les gens vivent ici et aiment leur vie. J'aime la nourriture et j'aime tout ici. Ce lieu m'inspire énormément. Au fil de l'immersion, l'architecture ocre, le sable doré et la dimension spirituelle des lieux transforment l'expérience en un temps de création. Ksor, palmerie, système traditionnel d'irrigation, les fameuses fougara et lieux emblématiques deviennent des points d'ancrage pour comprendre l'histoire locale, ô combien riche. Ils sont là justement pour sublimer notre Sahara, nos oasis. Et je pense là aujourd'hui, ils sont vraiment très inspirants. On était vraiment ravis, nous, en tant qu'auteurs, poètes, et puis de se rencontrer, de se retrouver, de retrouver aussi ses racines, de retrouver aussi notre histoire, notre culture, nos traditions différentes les unes des autres, puisque c'est ça qui est beau dans notre pays. À Timimoun, l'inspiration ne se cherche pas dans l'exceptionnel. Elle naît d'une écoute attentive du lieu et de ce qu'il impose doucement à ceux qui prennent le temps de s'y arrêter. Je suis là, pas pour comprendre, pas pour conquérir, juste pour être et peut-être pour écrire. Il y a du thé, du silence, des blagues, des regards qui cherchent à deviner. Qui est là pour écrire, qui est là pour comprendre, qui est là pour se taire. Alors, j'ai pris mon carnet, mon feutre bleu, j'ai écrit « Je ne sais pas encore ce que je veux dire ». C'est déjà une phrase. Et le désert dehors semble écouter. Quelque chose a commencé.
Et c'était une belle virée du côté de Timimoun. Et cette fois-ci, c'est au niveau donc, de l'école supérieure d'informatique que nous vous invitons, puisqu'il va y avoir un événement très intéressant à partir du 21. Et nous allons encore en parler en compagnie de notre invité Zakaria Benhamish. Zakaria, bonjour. Encore merci pour l'invitation. Voilà, alors Zakaria, donc vous êtes un groupe d'étudiants, que vous êtes en train justement de préparer cet événement. Avant de parler de l'événement, je voudrais quand même revenir sur le club ETIC. Alors, qui veut dire, présente-nous un petit peu ton club. ETIC, c'est un club donc, estudiantin au niveau de l'ESI, École supérieure d'informatique d'Alger, Ouadsmar. ETIC, c'est quoi? C'est simplement un club qui vise à rapprocher l'étudiant du monde de l'entrepreneuriat. Donc, on sait que les étudiants, souvent, n'ont pas forcément la chance d'être en contact avec le monde réel du travail, donc d'avoir des projets, être en entreprise, etc. Donc, notre but, c'est vraiment de faciliter ce saut vers le monde concret et sortir un peu de l'académique. Voilà. Très bien. Alors là, vous êtes sur un événement très intéressant, donc du 21 au 23, Training Camp, n'est-ce pas? Exactement, le Training Camp. Ça parle de quoi? Qu'est-ce que cela implique? Voilà, donc le Training Camp, comme son nom l'indique, c'est un camp de formation. Donc c'est une combinaison qu'on fait depuis maintenant 12 ans. C'est notre 12e édition cette année. Une vraie tradition, hein, au niveau oui, c'est pas le plus ancien. Il y a Samira qui regrette de ne pas faire partie du club. J'en parlerai tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure dans notre événement. Il y a 16 ans, on fait toujours le même événement aussi. J'en parlerai un peu après. Très bien. Oui, encore plus grand que celui-ci. Très intéressant aussi. Donc pour le Training Camp, c'est en fait une combinaison entre un simple hackathon, donc de 3 jours, et un camp de formation. Donc durant ces 3 jours-là, du 21, 22 et 23, la matinée, on aura donc plusieurs formations sur différents domaines. Donc on aura quatre domaines techniques principalement. Et durant la nuit, donc il y aura en fait des problématiques qui seront proposées aux participants. Alors les problématiques, Zakaria, ce sont des entreprises qui les proposent ou c'est vous-même qui avez développé ces problématiques? Exactement. Donc nous, on essaye souvent d'aller dans le concret. Donc la plupart du temps, on invite une entreprise qui propose elle-même, qu'elle soit sponsor ou non, on est en fait partenaire avec cette entreprise et elle essaye de proposer vraiment des problèmes en fait, auxquels ils cherchent des solutions. Principalement, cet événement vise à initier donc, les étudiants débutants, moyens ou même assez avancés dans le domaine à sauter le pas et essayer des compétitions, rentrer dans cette bulle parce que c'est vraiment intéressant et c'est assez large comme domaine. Exactement. C'est vraiment se dépasser. Donc 3 jours non-stop, se mettre dans le truc et essayer de réfléchir et de trouver une solution aux différentes problématiques et thématiques proposées. C'est ça que je disais, Samira, que lorsque les étudiants arrivent à la fin de leur cursus, ils sont prêts finalement au monde du travail. Exactement. Voilà, carrément à affronter le. Exactement. C'est une préparation finalement au monde du travail. Exactement. En fait, je me dis qu'avant, les étudiants n'avaient pas forcément cette chance. Ils étaient, oui, encadrés du côté académique, mais il n'y avait pas toutes ces activités extrascolaires qui permettaient aux étudiants de s'ouvrir vers l'extérieur. Et c'est des initiatives comme celle-ci qui aident vraiment à briser la glace et aider les étudiants à s'améliorer et à découvrir d'autres horizons. Exactement. Voilà. Mais sinon, Zakaria, il va se faire comment l'encadrement? Parce que quand même, ça reste un camp de formation, donc il y a des formateurs, il y a des encadrants qui seront avec vous. Donc, ça va se passer comment? Donc on a invité différents formateurs expérimentés dans les 4 domaines que je vais citer. Donc on a le développement d'interface, et le développement donc back-end, donc ce qu'on ne voit pas au final d'un système informatique, le design d'interface, donc un côté plus artistique, et enfin bien sûr l'incontournable intelligence artificielle qu'on a aussi comme formation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer à côté. C'est la trend, on peut pas, c'est aussi important, c'est pas juste une trend pour rien, donc c'est vraiment primordial. C'est un outil à part entière, effectivement. Il faut apprendre à l'utiliser à différentes échelles. Vous et moi, tous ici, on devrait apprendre à... bien sûr, c'est important. Pareil pour moi, et j'encourage... C'est un skill comme un autre qu'il faut apprendre à maîtriser. Et j'encourage
j'encourage aussi mes étudiants à en utiliser, mais j'insiste toujours, apprendre à l'utiliser. Bien sûr, il faut faut que ce avoir soit un l'esprit critique. assistant et non pas qu'il remplace carrément. Voilà, il commet beaucoup d'erreurs. Il faut être attentif. Donc, si on sait qu'on connaît vraiment pas le domaine et on essaye de l'utiliser, on peut vraiment vite dériver et ne pas se rendre compte des petites erreurs. Donc voilà, on va inviter des formateurs expérimentés pour ces formations. Ils vont être hébergés donc au niveau les 3 jours hébergés, nourris bien sûr, les 3 jours. Est-ce que c'est au niveau réservé de juste aux étudiants de l'ISIC Ah non, tous les étudiants donc c'est ouvert à tous les étudiants qui voudraient donc rejoindre et participer et se challenger durant ces 3 jours. Donc oui, c'est ouvert à tous les étudiants. Les inscriptions sont toujours ouvertes ou vous avez clôturé parce que c'est pour bientôt? Ah oui, on va bientôt clôturer. Je pense que la clôture se fera aujourd'hui pour les inscriptions. Il faut faire vite pour ceux qui nous regardent. Donc si jamais vous avez envie de participer, il faut faire vite, c'est aujourd'hui. Alors, au niveau de notre Instagram, donc Eutic Club, on a donc le lien en bio pour le formulaire d'inscription. Ça s'écrit comment, Eutic? Eutic, E-T-I-C. Très bien. Vous n'étonnez pas si vous allez trouver Samira. Bien sûr, allez-y. Vous êtes la bienvenue. Si vous voulez faire j'aimerais bien développer. Si vous voulez faire un petit talk, vous êtes la bienvenue. Parce qu'elle, en fait, Samira, c'est un petit peu notre spécialiste maison, l'ambassadrice par excellence de Bonjour d'Algérie, du patrimoine algérien. Depuis tant que tu milites pour la promotion. J'aime beaucoup l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, alors ne vous étonnez pas si vous allez trouver Samira parmi vous. Voilà. Donc, mais sinon, je voudrais parler aussi d'autres événements qu'on organise. Exactement. Donc, durant l'année scolaire, on organise différents événements. Le plus important, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le S2E. C'est le salon de l'emploi de l'ESI. Ah donc, oui, j'ai reçu vos collègues effectivement qui en ont parlé. Exactement, donc c'est un salon de l'emploi, on le fait depuis 16 ans, c'est notre 16e édition, donc cette année, Inch'Allah. Donc c'est simplement une journée où on peut pas rapprocher l'étudiant plus proche que ça aux entreprises, on ramène l'entreprise à l'école, donc cette année on a ramené presque 70 entreprises parmi les plus grandes. Allez-y, ils ont des stands et les étudiants peuvent simplement aller et proposer et aller chercher que ce soit donc des postes d'emploi, exactement, que ce soit postes d'emploi, stages, tout. Donc vraiment tout, que ce soit. Donc même un étudiant en 2e année, 3e année peut être intéressé par ce genre d'initiative. C'est très intéressant parce que c'est une belle expérience, Samira, pour les étudiants parce que ça leur permet de s'entraîner aux entretiens. Exactement. Par exemple, on a un événement qui s'appelle le Before S2E. Oui. Donc c'est un événement qui se passe souvent 2 jours avant ou 1 jour avant l'événement du S2E, où on ramène des personnes expérimentées dans ce domaine pour leur apprendre à que ce soit faire leur CV ou comment réagir en entretien, comment interagir avec la personne en face. Et voilà. Samira, ça donne envie de revenir quelques années en arrière. On n'a pas eu ça, nous. Moi, j'aurais voulu savoir, par exemple, l'entreprise qui vous parraine cette année, quelles sont les problématiques d'abord, quel genre d'entreprise c'est? C'est une entreprise commerciale, de services. Et quelles problématiques se posent à elle que vous pouvez résoudre, vous? Alors, cette année, donc on va proposer des problématiques dans le domaine de l'agentic AI. Donc, c'est les problématiques qui peuvent être résolues par exemple, des interfaces, je ne sais pas, par exemple, un chatbot comme ChatGPT ou autre, qui va, par exemple, répondre à des problèmes concrets comme on rappelle qu'un chatbot, c'est ce qui a remplacé la foire aux questions, Exactement, exactement. Voilà. Donc, alors, clôture sur ça. D'accord, il n'y a plus le temps. Très rapidement, oui, on n'a plus le temps, malheureusement. Donc, on rappelle que les inscriptions sont toujours ouvertes pour aujourd'hui, donc ces derniers jours. En tout cas, Zakaria, très belle réussite pour cette nouvelle édition. Encore une fois, on rappelle que ça va se tenir du 21 au 23 décembre au niveau de votre école, donc école supérieure de l'informatique. Merci beaucoup. Merci. Zakaria, très belle réussite, plaisir partagé. Sam, on se retrouve très vite. Oui, à l'Institut Aligny, voilà, Alexini. Et après, tu nous diras comment elle a été. Mais en tout cas, merci beaucoup. Celle-là, on se retrouve demain, je crois. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Pour la Casbah de nous arrivons donc à la fin de notre émission Tindouf. Oui, la Casbah. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Avec grand plaisir, je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir. ما كان رجوع للي راح
كثر ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري ما كان